Oui, bonjour, merci de l'invitation. C'est un sujet d'autant plus d'actualité, bien sûr, qu'on est au milieu d'un mouvement social, peut-être même au début d'un mouvement social, on peut l'espérer, d'une ampleur sinon équivalente, du moins peut-être proche de celle du Front populaire, on peut toujours rêver. En tout cas, l'actualité du Front populaire, elle est évidente aujourd'hui, c'est une histoire de formidable poussée d'unité, d'autonomie populaire et de créativité. On sait aussi le rôle des artistes dans la montée du Front populaire. Donc formidable poussée venant de la société face à la menace fasciste et aussi à la crise, au chômage de masse qui s'était installé en France et en Europe à l'occasion de la crise des années 30. Donc ça, c'est d'une formidable actualité. On le voit bien aujourd'hui. Autre point tout à fait notable, c'est évidemment l'unité très large des organisations du mouvement social, du mouvement ouvrier, et l'opportunité que la réaction face à la menace fasciste a fait naître d'une collaboration, de modalités de collaboration tout à fait nouvelles, étroites, entre organisations du mouvement social et partis politiques. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel on bute souvent aujourd'hui et sur lequel on va continuer sans doute à buter, mais qui, le Front populaire est une expérience très intéressante dans ce domaine. Et puis, dernière actualité, il me semble, du Front populaire. Aujourd'hui, on discute des moyens de faire reculer le gouvernement sur cette réforme du Code du travail, cette loi travail qui est extrêmement nocive et qui va représenter une avancée terrible de la précarisation du travail. Le Front populaire nous a montré, alors la loi, les congés payés et la réduction à 40 heures de la durée du travail, ça a été possible grâce à une grève générale, un blocage de l'économie qui a poussé le gouvernement du Front populaire à aller beaucoup plus loin et le patronat a reculé par rapport à ces conquêtes sociales qui sont historiques. Et donc on voit bien l'importance de la possibilité, à un moment donné, d'un mouvement général de blocage de l'économie pour construire un rapport de force et obtenir des victoires. Alors, une fois que j'ai dit ça, il faut bien reconnaître que les temps ont quand même beaucoup changé depuis 1934-36 et qu'il y a toute une série de points aussi sur lesquels on est obligé de repenser complètement, enfin, la situation nous oblige à repenser complètement une stratégie de transformation sociale par rapport à celle qu'on avait pu voir en œuvre au moment du Front populaire. D'abord, le Front populaire configure une alliance, finalement une alliance sociale qui préfigure le compromis fordiste, productiviste de l'après-guerre. Donc, un compromis social parce que, comme je disais, il y a eu les congés payés, les conventions collectives, la réduction du temps de travail, mais aussi parce que c'est l'époque de l'introduction du taylorisme dans les entreprises françaises, dans les années 30, et ensuite encore plus dans les années 40, dans les années 50. Et donc, c'est finalement la préfiguration d'une alliance, ou en tout cas d'un compromis, entre un capitalisme modernisateur et technocratique et des couches populaires, un mouvement ouvrier qui engrange des conquêtes sociales tout en acceptant de fait l'organisation scientifique et taylorienne du travail et ses conséquences dont on voit aujourd'hui les limites et les difficultés. Deuxième, alors donc peut-être ça c'est, est-ce qu'aujourd'hui on peut repenser une stratégie de transformation sous la forme d'un nouveau compromis néo-fordiste ou post-fordiste du type de celui qui avait été envisagé, enfin qui a été réalisé de fait après la guerre, mais dont le Front populaire était une préfiguration. Ça me semble très peu probable du fait des limites aujourd'hui, enfin des limites du productivisme. Je ne vais pas développer beaucoup cette question, mais peut-être surtout du fait que nous sommes aujourd'hui dans une configuration mondiale du capitalisme et naturellement européenne et française, où il n'y a plus véritablement d'espace pour des compromis sociaux. La financiarisation et la mondialisation du capital ont de fait éliminé les marges de manœuvre des capitalistes nationaux pour consentir à des compromis sociaux. Et nous sommes donc dans une situation véritablement où on a beaucoup de mal, et on ne voit pas de fraction significative d'ailleurs
de la droite ou du patronat qui serait prête à négocier un nouveau compromis social, et on a au contraire une radicalisation extrêmement, dont le MEDEF d'ailleurs est même porteur malgré lui d'une certaine façon aujourd'hui, du côté du patronat et des classes dominantes. Les fameux 1% sont dans une stratégie d'accumulation illimitée de richesses et de pouvoir et n'envisagent en aucune façon une redistribution de ces richesses et de ce pouvoir dans la situation actuelle. Donc, ce à quoi nous assistons, il me semble, ce n'est pas la formation d'un nouveau compromis fordiste ou néo-fordiste, c'est plutôt à la recherche de constitution d'un nouveau, ce que Gramsci aurait appelé un bloc hégémonique, un nouveau bloc hégémonique, un nouveau bloc social que moi je qualifierais d'altermondialiste, mais on peut évidemment trouver d'autres dénominations, mais qui est radicalement différent des alliances ou des compromis de classe qu'on a pu observer dans les périodes précédentes du capitalisme. D'abord parce qu'il s'agit d'une alliance entre mouvements sociaux, mais d'une alliance non hiérarchisée, d'une alliance horizontale, souple et non hiérarchisée, alors qu'autrefois c'était le mouvement ouvrier, le syndicalisme et le mouvement ouvrier qui servait, en tout cas qui se concevait comme l'axe central de la transformation sociale. Aujourd'hui, nous avons des coalitions souples, mouvantes, flexibles et non hiérarchisées entre les différents mouvements sociaux qui peuvent se déployer, se redéployer et commencer à construire une contre-hégémonie sociale par rapport à la domination du bloc néolibéral et financier actuellement au pouvoir. Moi, j'aurais tendance à dire que ce qu'on a vu au cours de l'émergence du mouvement altermondialiste, bien sûr, à travers les forums sociaux, dans le cas de la France, la coalition climat récemment a été aussi un exemple assez intéressant d'une coalition très très large où le mouvement syndical, les associations environnementales, d'autres associations d'experts ou de militants altermondialistes ont développé ensemble une stratégie commune malgré toutes leurs différences qui n'ont pas disparu. Nous avons aujourd'hui bien sûr l'expérience espagnole avec un mouvement social qui, en partant d'une occupation des places et du mouvement du 15 mai, s'est développé dans plusieurs directions avec la création des marais, donc des mouvements sociaux sectoriels, mais citoyens très, très, très puissants, très forts, la création d'un parti politique, Podemos, la création aussi d'expériences municipales, de coalitions municipales associant mouvements sociaux et personnalités au niveau local. Donc on a un foisonnement d'expériences auquel ce qui se passe en ce moment en France avec Nuit debout ajoute évidemment une nouvelle pierre, et on n'est encore évidemment pas en mesure de tirer les leçons de cet apport. Et donc on voit qu'on est, enfin, à mon sens, la formule, disons, du Front populaire, alliance au sommet entre des organisations politiques et des grandes structures syndicales ou associatives, est une formule sans doute dépassée par rapport à la situation actuelle, d'autant plus dépassée que nous avons aujourd'hui, dans tous les mouvements sociaux qui se sont multipliés dans les 5 dernières années, depuis 2011, nous voyons émerger partout la même exigence citoyenne qui est une exigence de démocratie radicale et d'appropriation politique par les citoyens eux-mêmes, donc une exigence qui passe parfois par un rejet radical des formes politiques instituées, pas toujours, mais qui en tout cas se traduit par l'exigence du contrôle citoyen sur les représentants et la lutte contre la confiscation représentative, le fait que les élus ou les dirigeants dans les associations, dans les syndicats, dans les partis, confisquent de fait toujours le pouvoir pour des finalités qui sont pas nécessairement celles que les citoyens ou les salariés ou les adhérents des associations avaient en tête quand ils ont adhéré. Et c'est cette dérive, cette confiscation représentative qui est devenue insupportable pour beaucoup de citoyens, à partir évidemment de l'exemple de la dérive de la classe politique et des trahisons, enfin même plus des trahisons, de l'intégration de la classe politique dans l'oligarchie
financière, oligarchie qu'on peut appeler aujourd'hui politico-financière. Donc on a vraiment aujourd'hui l'obligation de prendre en compte ces exigences de contrôle citoyen sur les représentants et de réfléchir très sérieusement à la façon dont ça pourrait se faire. Alors pour conclure, je dirais que la réflexion, selon moi, doit beaucoup porter pour nous les militants organisés dans des associations, des partis, des syndicats, nous qui sommes, on peut dire, les héritiers de cette tradition du Front populaire. La réflexion doit vraiment porter sur comment nous pouvons nous réinventer, inventer de nouvelles formules organisationnelles sans abandonner nos valeurs et sans abandonner nos perspectives, nos objectifs, mais nous réinventer très profondément notre mode de fonctionnement, nos rapports avec les adhérents, les citoyens, les élus, etc., les militants. Je crois qu'on a des expériences historiques de formes partidaires issues des mouvements sociaux, le cas du Parti des travailleurs au Brésil, dont on voit malheureusement la dérive et l'échec aujourd'hui, le cas du MAS en Bolivie, qui est peut-être un des cas les plus intéressants, qui a véritablement réussi une révolution citoyenne en Bolivie, mais qui a fini aujourd'hui malheureusement aussi dans la confiscation charismatique et représentative que j'évoquais tout à l'heure, avec une rupture entre le MAS, en tout cas la direction du MAS, Evo Morales, et toute une série de secteurs de la société. Pourtant, Evo Morales avait une bonne formule, il disait « le MAS, ce n'est pas un parti politique, c'est un instrument des mouvements sociaux ». Et je pense que si on est capable de réfléchir à des outils organisationnels, des formules qui nous permettent de désenclaver le social et le politique, de faire en sorte que le politique soit véritablement appropriable par les citoyens, comme les gens le font en ce moment sur les places. Mais évidemment, un mouvement des places, ça n'est pas un mouvement pérenne, c'est un mouvement qui va avoir un début et une fin. Et la question, c'est comment est-ce que nous pouvons désenclaver durablement le social du politique, comment nous pouvons aussi désenclaver les luttes sectorielles, parce que ce mouvement de la Nuit debout, il s'est construit autour de l'exigence de convergence des luttes. Et convergence des luttes, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tout le monde va se mélanger dans une grande organisation qui va s'occuper de des luttes syndicales, des luttes sociales, des luttes écologiques, des luttes féministes, mais dans un grand pot pourri. Non, c'est pas ça la convergence des luttes. La convergence des luttes, c'est le désenclavement des luttes, c'est la constitution d'une conscience collective du fait que nous, organisations, syndicats, associations de différents secteurs de lutte, nous avons des solidarités à construire entre nous parce que nous nous affrontons au même adversaire qui est cette oligarchie politico-financière qui nous confisque toute possibilité d'expression et toute possibilité même de compromis et de vie démocratique. Donc les outils pour lutter contre cette confiscation de la démocratie, contre ce que j'appelle la confiscation représentative, la confiscation par les représentants, les outils sont bien connus. C'est la révocation des élus en cas de manquement à leurs obligations, la limitation extrêmement stricte et la non-renouvelabilité des mandats, et puis surtout le développement, il me semble que c'est là un point sur lequel nous sommes en retard dans la réflexion, le développement de la démocratie délibérative et le développement de contre-pouvoirs à l'intérieur même des institutions. Il me semble qu'on voit bien que des contre-pouvoirs se construisent dans les luttes, se construisent dans les mobilisations sociales, mais quand ces mobilisations retombent, même si elles ont produit des effets extrêmement importants, comme ça a été le cas en Bolivie par exemple, en Bolivie, ils ont introduit une révolution constitutionnelle extrêmement positive, enfin une nouvelle constitution très, très progressiste, mais qui ne prévoyait pas de mécanisme empêchant ce qui se passe aujourd'hui, qui est à nouveau la confiscation, pour une large part, du pouvoir par une oligarchie charismatique. Et ça, c'est possible, à mon sens, d'introduire dans des constitutions, il faut y travailler, des contre-pouvoirs, par exemple sous la forme d'assemblées de deuxième chambre tirées au sort, constituées de citoyens tirés au sort qui auraient un droit de veto sur des décisions prises par des assemblées élues ou un droit de contrôle sur les décisions des institutions, des gouvernements et des ministères. Nous avons vraiment besoin de réfléchir à la fois dans les luttes et dans les institutions à cette question de la réappropriation citoyenne de la politique.
Et puis en conclusion, je dirais, après la réunion, tous place de la République, bien sûr.